Alors, bonjour à tous, on va commencer les 13h10. Alors, on va traiter aujourd'hui les exercices 17 et 19, exercices sur le théorème de Gauss. Alors, on va regarder déjà l'énoncé de l'exercice 17. En utilisant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrique E en fonction de R, créé par une sphère portant une charge Q uniformément répartie en surface. C'est-à-dire le cas qu'on a traité en cours comme application au théorème de Gauss. Deuxième question, deux sphères S1 et S2 concentriques creusent d'épaisseur négligeable et de rayons respectifs R1 et R2 sont uniformément chargées en surface avec des charges respectives Q1 et Q2. Donc j'ai la charge Q1 sur la surface de la sphère S1 et la charge Q2 sur la surface de la sphère S2. Établir l'expression du champ électrique E en fonction de R. Donc on demande un vecteur champ électrique dans les régions A, B et C. Alors les régions A sont les suivantes. La région A, c'est tous les points qui se trouvent à une distance du centre de la sphère. Alors petit r, ce sera la distance par rapport au point O. Si petit r est inférieur à R1, on est dans la région A. Si petit r est compris entre R1 et R2, eh bien ça veut dire qu'on est dans la région B, on est dans cet espace. Et si R est supérieur à R2, eh bien on est dans la région C, on est complètement à l'extérieur des deux sphères. Alors, on considère que le potentiel électrique est nul à l'infini. Petit a, déterminer les expressions du potentiel électrique dans les régions A, B et C. Et petit b, calculer le potentiel de S1 si vous connaissez les rayons, les charges, Q1, Q2, R1. Voilà. Alors, on va y aller. Alors, la séance est enregistrée, donc vous pourrez la revoir. J'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle je vais la poster et vous pourrez la revoir. Alors, première question, donc on cherche le champ qui est produit par une sphère. C'est pas forcément l'une de ces deux sphères, mais quel est le champ qui est produit par une sphère qui est chargée en surface? Alors, ça c'est quelque chose qu'on a déjà traité en cours. Alors on va, si vous voulez revenir dessus, à moins que ce soit clair. Vous voulez que je revienne dessus ou c'est bon? Bon, ben je considère que c'est bon alors. Quelqu'un me répond? Vous voulez que je revienne dessus ou pas? Bon, alors on considère que c'est clair. On a fait la démonstration en cours, alors je reprends très rapidement ce qu'on avait vu pour une sphère qui était chargée en surface. Alors, on avait regardé la direction du champ, on avait vu qu'il y avait des éléments de symétrie qui nous permettaient de conclure que la direction du champ, elle est toujours dirigée suivant le rayon qui passe par le point qui nous intéresse. Alors, si on a mis notre point M à l'extérieur de la sphère, eh bien, on va aller du centre de la sphère jusqu'au point M. Donc, forcément, on passe par le rayon qui va vers ce point. Et on se rend compte, en regardant les éléments de symétrie, que à chaque fois, quel que soit le petit morceau de surface que vous allez prendre, il va avoir un symétrique qui va donner un champ électrique.
symétrique vous allez avoir les deux éléments de surface qui auront chacun un vecteur qui vont donner lieu à un champ électrique DE, DE', et les deux vecteurs DE et DE' seront toujours symétriques par rapport à ce rayon, au rayon qui passe par le point M. Donc on peut généraliser ça à la totalité de la sphère et se rendre compte que la direction du champ est radiale. Alors la surface de Gauss, elle était simple à trouver. La surface de Gauss, c'est une surface fermée qui doit passer par le point en question. Donc c'est forcément une sphère, d'accord, puisque vous avez une symétrie sphérique. La figure qui se prête le mieux à cette symétrie sphérique pour le choix de la surface de Gauss, eh bien c'est une sphère de rayon petit r. Alors si le point pour lequel vous cherchez le champ est à l'intérieur de la sphère, eh bien vous prenez petit r inférieur au rayon grand R. Et si le point se trouve à l'extérieur de la sphère, vous prenez une sphère de rayon petit r supérieur au rayon de la sphère chargée. Bon, après on a calculé le flux, je vous passe les détails de ce calcul. On a écrit que c'était la somme des flux élémentaires et ça nous avait amené au résultat que phi c'est E multiplié par la surface totale de la sphère, c'est-à-dire la sphère de Gauss, la surface de Gauss, donc 4 pi r carré. Alors ensuite, on avait cherché la charge intérieure. Alors, on nous a demandé, oui. Alors, on a regardé la charge intérieure à la surface de Gauss. Si petit r est inférieur à grand R, c'est-à-dire si mon point M se trouve à l'intérieur de la sphère, et bien vous voyez bien qu'il n'y a aucune charge qui est enfermée dans cette surface de Gauss. Donc je mets Q intérieur égale 0. Maintenant, si votre point M est à l'extérieur de la sphère chargée, donc ma surface de Gauss, c'est la surface en pointillé, eh bien, si vous cherchez la charge qui est enfermée dans cette surface, eh bien, c'est la totalité de la sphère qui est enfermée dans cette surface. Donc, la charge, c'est la charge totale. Donc, on a Q intérieur égale à la charge totale. Alors, dernière étape, on applique le théorème de Gauss. Eh bien, le théorème de Gauss, il dit que le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Donc, je remplace le flux par le résultat que j'ai trouvé là, c'est-à-dire E 4 pi r carré. Et je remplace la charge intérieure par la valeur que j'ai trouvée. Pour petit r inférieur à grand R, j'ai trouvé que c'était 0. Et pour petit r supérieur à grand R, j'avais trouvé que c'était grand Q. Donc, ça me donne, quand j'écris mon équation phi égale Q intérieur sur epsilon 0, et ben j'ai le champ qui est nul à l'intérieur de la sphère et il vaut Q sur 4 pi epsilon 0 r carré à l'extérieur de la sphère. Voilà, donc on revient à notre exercice. Voilà, donc on vient de revoir la démonstration. Le champ est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 r carré UR, puisqu'on vous a demandé un vecteur champ. Donc, il faut donner le résultat sous forme vectorielle. Alors, j'ai pas mis ce qui se passe si petit r, ça c'est le résultat, si petit r est supérieur à grand R. J'ai pas mis le résultat si petit r est inférieur à grand R. Ça va être 0 évidemment. Alors, deuxième question. Eh bien, on a deux sphères concentriques, l'une à l'intérieur de l'autre. Elles portent les charges Q1 et Q2. Et je cherche le champ dans les trois régions A, B et C. Alors, on va reprendre nos différentes étapes du théorème de Gauss. Donc, première étape, direction du champ. Ben, je sais déjà que la direction du champ est radiale. Ensuite, le choix de la surface, ben ça c'est déjà, on en a déjà parlé dans la première question. La surface de Gauss, ce sera une sphère
de rayon petit r. Alors, petit r inférieur à R1 si je suis dans la région A. Alors, je vais peut-être vous montrer un autre document. Hein. Voilà, le choix des surfaces. Descendre un petit peu, voilà. Alors, si le point M se trouve dans la région A, c'est-à-dire pour petit r inférieur à R1, eh bien, la surface de Gauss qui doit passer par le point où on cherche le champ, ça va être cette sphère-là en pointillé, c'est-à-dire une sphère de rayon petit r inférieur à R1. Si le point M pour lequel je cherche le champ se trouve dans la région B, c'est-à-dire pour petit r compris entre R1 et R2, eh bien, ma surface de Gauss, ça sera la sphère de rayon petit r compris entre R1 et R2. C'est-à-dire que ce sera ce que j'ai dessiné dans la deuxième colonne. Ça va jusque-là? Et si le point M, d'accord? Et si le point M se trouve dans la région C, c'est-à-dire pour petit r supérieur à R2, eh bien, ma surface de Gauss qui doit absolument passer par le point où je cherche le champ sera la sphère qui est en pointillé ici et qui a pour rayon un rayon petit r supérieur à R2. Voilà, donc j'ai les trois surfaces de Gauss possibles. Si je suis dans la région A, c'est celle-ci. Si je suis dans la région B, la sphère de Gauss, ce sera celle-là. Et si je suis dans la région C, eh bien, c'est la sphère qui entoure les deux sphères chargées. C'est bon? Alors, donc on a choisi les surfaces de Gauss, on a choisi la surface de Gauss dans chacune des régions. On n'a pas, il faut qu'on se détermine notre point M, il est soit dans la région A, soit dans la région B, soit dans la région C. Il n'est pas dans les trois en même temps. Hein. On est en train d'étudier toutes les possibilités, mais notre point M, il faut le fixer quelque part. Alors, on va calculer le flux du champ électrique à travers la surface fermée qui est la surface de Gauss. Alors, on a déjà revu ça dans le cours. Ben, le flux, c'est E 4pi r carré. 4pi r carré étant la surface de la sphère de Gauss, c'est-à-dire la surface de la sphère en pointillé dans chacune des régions. Hein. Ensuite, on calcule la charge intérieure à la surface de Gauss. Alors là, faut bien regarder quelle est la charge qui est enfermée dans la surface de Gauss. Alors, région A, eh bien, il n'y a rien qui est enfermé, puisque la charge Q1 se trouve sur la sphère de rayon R1, et la charge Q2 se trouve sur la sphère de rayon R2. Donc, si vous regardez ce qui est enfermé dans la sphère en pointillé, eh ben, c'est rien du tout. Donc, la charge intérieure est égale à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon? D'accord. Ok. Très bien. Alors, maintenant, eh ben, on va regarder si le point M se trouve dans la région B. Alors, on cherche la charge qui est enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss. Ma surface de Gauss, je vous rappelle que c'est la sphère en pointillé. Eh bien, on voit tout de suite que la charge qui est enfermée dans cette sphère, c'est la charge Q1 qui est portée par la sphère de rayon R1. C'est bon? On passe à la dernière région. Si je suis dans la région C, ça veut dire que mon point M se trouve quelque part ici. Ma surface de Gauss, c'est la surface en pointillé. Et je cherche la charge qui est enfermée dans cette surface de Gauss.
Alors, on constate qu'on a les deux sphères qui sont enfermées à l'intérieur. Donc, la charge intérieure, ça sera Q1 plus Q2. Alors, application du théorème de Gauss. Eh bien, vous doutez bien que je vais pas avoir les mêmes résultats suivant que je suis dans la région A, la région B ou la région C. Donc, comme j'ai trouvé des charges intérieures différentes, eh bien, je vais traiter ça de manière différente. Donc, dans la région A, eh bien, j'écris que le flux, le théorème de Gauss, il a toujours la même expression, hein, le flux à travers la surface fermée que j'ai choisie comme surface de Gauss, c'est la charge enfermée à l'intérieur de cette surface de Gauss divisée par epsilon 0. Alors, pour le flux, on a trouvé E 4 pi r carré. Pour la charge intérieure, dans la région A, on avait trouvé 0. Donc, j'écris que le flux est égal à 0 sur epsilon 0. Alors, la seule possibilité que cette équation soit vraie, eh bien, c'est que le champ soit nul. D'accord? Puisque 4 pi r carré en dehors du centre ne peut pas être nul. D'accord? Il n'y a que au point O qui est le centre de la sphère que vous pouvez avoir ce terme-là qui est nul. Mais partout ailleurs, la seule possibilité pour que l'équation soit vraie, c'est que E soit égal à 0. Conclusion, le champ à l'intérieur de la sphère S1 est égal à 0. Alors, on passe à la région B. Pareil, on écrit le théorème de Gauss. On remplace le flux par l'expression qu'on a trouvée. On remplace la charge intérieure par la charge qu'on a trouvée tout à l'heure. Dans la région B, on a vu que c'était uniquement la sphère S1 qui est entourée par la surface de Gauss. Donc, j'écris le flux égal à Q1 sur epsilon 0. Je fais passer ce terme-là à droite. Donc, il passe au dénominateur. Et j'ai E égale Q1 sur 4 pi epsilon 0 R2. Alors, dernière région, toujours pareil, on réécrit le théorème de Gauss. À gauche, on met l'expression du flux. À droite, eh bien, au numérateur, on met la charge intérieure qu'on a trouvée dans la région C. Je vous rappelle que dans la région C, on a trouvé que la charge intérieure, c'était Q1 plus Q2. Donc, voici le champ qu'on va trouver. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? D'accord. Alors, on va passer maintenant au calcul du potentiel. Alors, pour calculer le potentiel, alors évidemment, puisqu'on a commencé par le champ, eh ben, on va en déduire le potentiel. On va pas faire un calcul direct du potentiel. Et on va utiliser la relation dV égale à moins EDL. Alors, comme on a trouvé que le champ avait la direction radiale, eh bien, ce produit scalaire EDL, ça sera le produit EDR. Et pour avoir le potentiel, ben, je vais devoir intégrer dV. Alors, à gauche, j'intègre dV, donc j'ai V. Et à droite, j'intègre moins EDR, donc j'ai cette intégrale. Alors, comme j'ai trouvé des champs différents suivant chacune des régions, eh bien, le potentiel, il va avoir une expression différente. Donc, dans la région A, on va avoir V égale moins, alors moins EDR, je vais mettre la valeur que j'ai trouvée pour le champ, donc 0 dr. Alors, ça veut dire que je vais trouver une constante. Si j'intègre 0, ben, j'ai une constante. Et cette constante, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler K1. Alors, région B, ben, j'intègre, j'écris V égale à moins intégrale de E dr.
et je remplace E par ce que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire Q1 sur 4pi epsilon 0 R carré. Alors, je peux sortir tout ce qui est constant de l'intégrale, et ce qui va me rester dans l'intégrale, ce sera moins dr sur R carré. Et moins dr sur R carré, alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est l'intégrale de moins dr sur R carré? Oui? Je vous écoute, vous pouvez activer votre micro et nous répondre. Quelle est l'intégrale de moins dr sur R carré? Oui, 1 sur R, très bien. D'accord. Ok. Donc, on a V égale je suis pas d'accord avec vous, Ahmed Abdelwahab. C'est pas moins 1 sur R. On fait quoi pour intégrer moins dr sur R carré? On intègre moins R à la puissance moins 2 dr. D'accord? Alors, c'est de la forme R à la puissance N. Son intégrale, c'est R à la puissance N plus 1 sur N plus 1. D'accord? Donc, mon N ici, c'est moins 2. On a dans ce cas 1 sur R au carré. Bon, je suis en train d'intégrer moins dr sur R carré. D'accord? Donc, j'écris que R carré, 1 sur R carré, c'est R à la puissance moins 2. C'est bon jusque-là? Donc, j'intègre R à la puissance moins 2, ben, ça me donne R à la puissance, je vais faire comme si le moins 2 c'était N. Hein. L'intégrale de R à la puissance N, c'est R à la puissance N plus 1 sur N plus 1. Ici, N, c'est moins 2. Donc, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. D'accord? Donc, R à la puissance moins 1 divisé par N plus 1, donc divisé par moins 1. C'est bon? Donc, j'ai moins R à la puissance moins 1 divisé par moins 1. Donc, ça fait R à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur R. Est-ce que vous êtes convaincu? C'est bon? D'accord. Donc, on a calculé notre intégrale. On trouve que c'est Q1 sur 4pi epsilon 0 R, plus, comme mon intégrale n'est pas bornée, plus une constante d'intégration que j'appelle K2. Alors, région C, ben, j'ai trouvé, j'aurais écrit la même chose, hein, V égale à moins l'intégrale de E dr. Alors, E, j'avais trouvé que c'était Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R carré. Je reporte ici, là, et j'intègre. Alors, encore une fois, j'ai Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 que je peux sortir de l'intégrale. Et ce qui va me rester dans l'intégrale, ça sera moins dr sur R carré, qui a pour primitive 1 sur, plus 1 sur R. Donc, je vais avoir Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R, plus la constante d'intégration, puisque mon intégrale n'était pas bornée. Ça va jusque-là? Alors, Q1, oui, attendez, je vais revoir votre... Alors, vous me dites Q1 égale à sigma 4pi R1 au carré, et Q2, c'est sigma 4pi R2 au carré. C'est exactement ça, oui. Oui. La charge totale de la, comme on vous a dit que c'était des sphères uniformément chargées, eh bien, ça veut dire que la densité de charge est constante. Et pour avoir la charge totale de l'une des sphères, on multiplie la densité de charge par la surface totale. Donc, je vais remettre le commentaire de camarade. Voilà. Donc, pour la sphère de rayon R1, Q1, ça sera sigma multiplié par la surface de la sphère de rayon R1, donc 4pi R1 au carré.
et la charge Q2, c'est sigma, alors oui, sigma multiplié par 4pi R2 carré. Alors, évidemment, dans votre expression, vous avez fait comme si la densité de charge était la même, dire la distribution des charges par unité de surface, vous avez pris la même. Hein. C'est pas forcément le cas. On aurait dû peut-être mettre sigma 1, 4pi R1 au carré et sigma 2, 4pi R2 au carré. Voilà. Alors, c'est Belhadj qui posait la question. Vous êtes bien d'accord que on n'a pas forcément sigma 1 et sigma 1 égale sigma 2 égale sigma. Ça aurait pu être des distributions de charges différentes. Ok. Alors, on en est donc arrivé à ce résultat. On a V qui vaut dans la région A, qui vaut une constante K1. Dans la région B, ben, on a trouvé quelque chose en 1 sur R avec une constante. Et dans la région C, on a trouvé cette expression avec une constante K3. Alors, notre calcul n'est pas fini, parce qu'il faut qu'on trouve les valeurs de ces constantes. Alors, on fait quoi pour avoir les valeurs de ces constantes? Qui a une idée? Est-ce que oui? Alors, limite, c'est-à-dire de quelle limite vous parlez? Est-ce qu'on a une donnée? Alors, oui, exactement. Très bien. On a, votre camarade dit que on regarde ce qui se passe quand R tend vers l'infini. Eh ben oui, parce que dans l'énoncé, eh bien, il y a une donnée qui est que on considère que le potentiel électrique est nul à l'infini. D'accord? Donc, déjà pour commencer, on va dire que le potentiel étant nul à l'infini, eh bien, je vais pouvoir trouver la valeur de la constante K3 dans la région C, puisque R tendant vers l'infini, ça appartient à la région C. D'accord? Alors, on va regarder. R qui tend vers l'infini, ça donne un potentiel qui est nul. Donc, on va écrire que Q1 plus Q2 sur l'infini plus K3 égale à 0. D'accord? Comme cette expression tend vers 0 quand R tend vers l'infini, eh bien ça veut dire que tout ce qui me reste, c'est le terme K3. Ça veut dire que K3 égale 0. D'accord? Alors ensuite, pour avoir les constantes K2 et K1, eh bien on va écrire que le potentiel est une grandeur qui est continue. C'est-à-dire que, j'ai plus le dessin, mais bon, vous avez le dessin en tête. Petit r égale R1. Et ça, c'est une, si vous avez votre point qui se trouve à petit r égale R1, eh bien ce point se trouve à la fois dans la région A et dans la région B, puisque R1, c'est la frontière entre ces deux régions A et B. D'accord? Donc, on va écrire que le potentiel est continu, c'est-à-dire qu'il a la même valeur quand petit r est égal à R1, vu de l'intérieur, donc vu de la région A, ou vu de la région B, donc vu de l'extérieur. D'accord? Mais pour petit r égale R1, les deux potentiels doivent se raccorder. On doit absolument trouver la même valeur. D'accord? Et on va faire la même chose. On va écrire la continuité du potentiel quand petit r égale R2.
Parce que si vous avez un point M qui se trouve à petit r égale R2, eh bien, il appartient à la fois à la région B et à la région C. Donc, à cette frontière, vous devez raccorder vos deux résultats. Alors, on y va. On commence par la continuité en R2. Pourquoi? Parce que je connais déjà complètement le potentiel dans la région C puisque j'ai déterminé la constante K3 qui vaut 0. Donc, je sais que dans la région C, j'ai le potentiel qui vaut Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R, et c'est tout, puisque K3 égale 0. C'est bon? Alors, j'écris ça à R égale R2. Donc, j'ai Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R2. D'accord? Et j'écris que c'est le même potentiel vu de la région B quand je mets R égale R2. Donc, je vais avoir Q1 sur 4pi epsilon 0 R2 plus K2. Et ça, eh bien, ça va me donner la valeur de la constante K2. C'est bon? Alors, j'ai écrit à gauche le potentiel que j'aurais trouvé dans la région B. Ici, le potentiel que je trouve dans la région C, d'accord, pour petit r égale R2, puisque petit r égale R2 appartient aux deux régions à la fois. Et donc, ça va me donner Q2. Alors, vous voyez bien que le terme Q1 sur 4pi epsilon 0 R2 se retrouve ici. D'accord? Donc, je vais pouvoir simplifier et j'ai K2 égale à Q2 sur 4pi epsilon 0 R2. Donc, du coup, eh ben, je connais complètement le potentiel dans la région B. Je sais que ça va être Q1 sur 4pi epsilon 0 R plus la valeur de K2 que je viens de trouver, c'est-à-dire Q1 sur 4pi epsilon 0 R2. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire la continuité du potentiel quand petit r est égal à R1, puisque R1 appartient à la fois à la région A et à la région B. Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé dans la région A? Eh bien, dans la région A, j'avais trouvé que le potentiel était constant et qui valait K1. Donc, ça veut dire que je vais écrire que K1 égale, alors, j'aurais écrit le potentiel pour petit r égale R1, mais dans la région B, puisque R1 appartient aussi à la région B. Donc, je mets Q1 sur 4pi epsilon 0 R1, plus le K2 que j'avais trouvé, c'est-à-dire Q2 sur 4pi epsilon 0 R2, d'accord? Et ça me donne la valeur de K1. C'est bon? Alors, je récapitule mes résultats. Voilà. Dans la région A, dans la région B, vous voyez qu'il y a un terme variable et ma constante K2. Dans la région C, il n'y a pas de constante puisque j'avais trouvé que la K3 était égale à 0. Et dans la région A, vous voyez bien qu'il n'y a que des termes constants. Et ça tombe bien puisque j'avais trouvé que le potentiel était constant. Alors, je vous laisse 2 minutes pour faire le calcul du potentiel. Vous me dites quel est le potentiel de la sphère S1, qui est aussi le potentiel dans toute la région A. On vous a précisé que c'était des... Non, on vous a pas dit que c'était des sphères... Bon, ben, j'attends
J'attends votre calcul là. Quel est le potentiel V de S1, le potentiel de la sphère S1? Vous avez tout ce qu'il faut pour le calculer. Alors, n'oubliez pas que le 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est votre constante qui apparaît dans la loi de Coulomb, hein, c'est K. Et il faut penser à mettre les rayons en mètres et ne pas les garder en centimètres. Oui, oui, c'est 180. Exactement. 180 volts. Voilà. Bon, ben c'est fini pour cet exercice. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour avoir une vidéo plus courte et je reprends pour l'exercice suivant.